Une idée reçue voudrait qu'en terre d'islam, politique et religion aient toujours été indissociables. Mais c'est une erreur. Vous allez le découvrir grâce à un terme arabe, le diwan, devenu divan en français. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historien Julien Loiseau à faire l'histoire de l'État en islam à travers le diwan. Bonjour. Il était une fois un mot, diwan, qui désigne à la fois en arabe un registre administratif, un recueil de poésie, un lieu de pouvoir et un meuble d'apparat, le lit sur lequel le sultan ottoman reçoit conseil. Un mot, un seul mot pour tant d'histoires. Qu'est-ce que cela vous évoque? La bande dessinée Is No Good ou un tableau pompier du 19e siècle représentant les langueurs orientales? Les délices cruelles et raffinées des Mille et une nuits ou la fin de l'Empire ottoman, qu'on appelait avant la Première Guerre mondiale l'homme malade de l'Europe? Autant d'images qui ont au moins le mérite de nous éloigner des clichés véhiculés à la fois par les djihadistes et les identitaires. L'islam, c'est la guerre, car le pouvoir s'y confond avec la religion. Eh ben non, c'est tout le contraire. En suivant le chemin qui mène en longue durée du diwan au divan, nous allons vous parler aujourd'hui de l'islam comme gouvernement impérial et comme culture politique. Écoutons pour cela Julien Loiseau, historien de l'Égypte mamelouk et du Proche-Orient médiéval. Mais écoutons-le depuis notre monde contemporain. Et voici pourquoi notre récit commence à Istanbul en 1924. Istanbul, sur les rives du Bosphore, la Première Guerre mondiale s'est achevée il y a peu. L'une de ses conséquences a été la disparition de l'Empire ottoman et la proclamation de la République de Turquie. L'événement qui s'y déroule ce 3 mars 1924 a une puissante portée symbolique pour le monde musulman sunnite. Sous l'impulsion de Mustafa Kemal, président de la toute jeune République turque, le califat est aboli. L'abdication du dernier calife ottoman fait en France la une du Petit Journal, qui insiste sur l'importance de cette rupture avec le passé. Il est vrai qu'en abdiquant ce jour-là, Abdulmejid II clôt une histoire de près de 13 siècles. Le calife, placé à la tête de l'empire de l'islam après la mort du prophète Muhammad en 632, devait en principe diriger l'État, mais aussi faire appliquer la loi et défendre le dogme. Il va par la suite garder ce rôle légal et religieux, mais va perdre le pouvoir politique, qui se retrouve à partir du XIe siècle entre les mains du sultan, véritable dirigeant de l'empire islamique. Avec la dynastie ottomane, l'autorité du sultan et celle du calife sont à nouveau incarnées par un seul homme, le souverain ottoman à partir du XVIIe siècle. Et cela jusqu'à la Première Guerre mondiale qui va précipiter la disparition de cette dynastie. Qu'est-ce qui disparaît au juste en 1924 quand disparaît le califat? En islam, le politique aurait toujours été soumis aux religieux. Ou, si l'on préfère, le politique aurait toujours été indissociable du religieux. C'est une double illusion qui, au XXe siècle, a projeté cette conception du pouvoir sur plus d'un millénaire d'histoire du monde islamique. L'illusion ottomane, où le pouvoir souverain, sultan en arabe, qui a donné le mot sultanat, s'est tardivement emparé de l'autorité spirituelle du califat. Et puis l'illusion des origines, des premiers successeurs du prophète Muhammad au 7e siècle, ces 4 premiers califes que la tradition islamique a érigés en modèle politique, mais dont les historiens ne savent rien de ferme. Il est pourtant possible de redécouvrir la culture politique que le monde islamique a cultivée des siècles durant, et que le choc de la confrontation avec l'Europe et le défi de la modernité ont relégué dans l'oubli. Il suffit pour cela d'ouvrir des livres, de parcourir l'immense bibliothèque arabe, sans aucun doute la plus riche du monde médiéval, constituée à partir du 8e siècle. Prenons les fables de Kalila et Dimna, 2 chacals à la cour du roi Lion. Traduit du persan vers l'arabe au milieu du 8e siècle, le recueil devait connaître un immense succès, avant d'inspirer plus tard Jean de La Fontaine. Que nous dit cette enluminure qui montre le lion devisant avec le chacal Dimna? Que la puissance absolue du roi doit être tempérée par les conseils avisés de son entourage, que le politique a besoin du savoir pour se faire art de gouverner. Et que nous dit cette littérature politique? Qu'il y a
3 sortes de pouvoir. Celui qui se fonde sur les passions, lesquelles conduisent l'État à sa ruine. Celui qui se fonde sur la fermeté, mais se révèle faible face aux contestations, surtout lorsqu'elles sont de nature religieuse. Et celui qui se fonde sur la religion, la protège et s'assure ainsi l'obéissance des sujets. Le pouvoir qui dure est celui qui protège la religion, non pas celui qui s'y soumet. Qu'est-ce que l'Empire islamique? Un immense territoire, dont la formidable extension démarre à la moitié du 7e siècle. Sous le califat de la dynastie des Omeyyades, qui s'empare du pouvoir en 660 et s'établissent à Damas, en Syrie, l'islam s'étend hors de la péninsule arabique. L'Égypte et la Cyrénaïque sont conquises dans la foulée au Proche-Orient. Et dès le début du 8e siècle, l'Empire islamique atteint le Maghreb occidental et l'Espagne. Mais cet empire est loin d'être homogène. Différentes formes de pouvoirs locaux se mettent en place, dont certains bientôt rejettent l'autorité du calife omeyyade. Lorsqu'au milieu du 8e siècle, le califat des Abbassides renverse les Omeyyades, un émir omeyyade se maintient en Espagne, dont le descendant reprend le titre califal au 10e siècle. Un autre califat rival s'établit en Égypte au 10e siècle toujours, un autre encore au Maghreb au 12e siècle. À partir du XIVe siècle, les Turcs ottomans multiplient les conquêtes dans les Balkans, puis en Anatolie au XVe, avant de s'étendre vers l'Égypte, où ils défont en 1517 le sultanat mamelouk. Leur empire va s'étendre à l'ouest jusqu'à Alger. Ils s'arrogent en 1640 le titre califal, jusque-là réservé aux seuls descendants de la tribu du prophète. Malgré cela, les Ottomans doivent compter avec l'autonomie croissante de ceux qui gouvernent en leur nom les régions les plus distantes de leur empire. Mais si ce monde islamique n'est pas réuni sous un même pouvoir, il est en revanche pendant plus d'un millénaire unifié par une culture politique partagée. Le monde islamique est né des conquêtes arabes du 7e siècle et de l'empire cosmopolite qui s'est très tôt organisé dans leur sillage. Le diwan, ce registre où étaient inscrits les noms des combattants, ceux de leurs femmes et de leurs enfants, rétribués sur plusieurs générations par l'administration impériale, en est le meilleur symbole. Le mot diwan a 2 étymologies possibles. L'une, arabe, qui l'associe à l'acte de recueillir, d'enregistrer, dawana. L'autre, persane, qui associe le diable, Dev, à la figure de l'administrateur. Un diwan est d'abord un recueil de poésie, la poésie, art par excellence des Arabes. C'est aussi le registre militaire et fiscal, tenu à jour par des bataillons d'administrateurs, souvent sujets non arabes de l'Empire. L'administration, art par excellence des Persans. Dans les anciennes provinces byzantines, des administrateurs de langue grecque se mettent au service de l'Empire et apprennent la langue des Arabes. Des documents sur papyrus retrouvés en Égypte témoignent de la mise en place très précoce d'une administration utilisant le grec et l'arabe. Mais à l'exception de l'Égypte, presque rien n'a survécu de l'énorme masse de documents produits par l'administration dans les différentes provinces de l'Empire. C'est d'autant plus paradoxal que l'adoption du papier au cours du 8e siècle, à la place du papyrus et du parchemin, avait démultiplié la capacité bureaucratique et paperassière de l'État islamique. Au Caire, une découverte aussi inattendue qu'extraordinaire à la fin du 19e siècle va enrichir la connaissance du fonctionnement de l'État dans le monde islamique médiéval. Quelques 200 000 documents avaient été stockés dans la Guéniza, une salle rattachée à la synagogue de Fustat, le Vieux Caire. Cette salle servait de dépôt pour les documents écrits hors d'usage qui se sont accumulés depuis le XIe siècle. Comme il était considéré comme sacrilège de détruire tout document en caractère hébraïque, susceptible de contenir le nom de Dieu, les documents mis au rebut étaient accumulés pour être enterrés au cimetière communautaire. Une tradition qui avait été diffusée en Égypte par les Juifs du Maghreb. Par un heureux hasard, la Guéniza du Caire a été murée avant qu'on ait pensé à la vider. Or, parmi ces textes conservés, qui abordent des thèmes divers, beaucoup avaient été copiés sur des documents administratifs médiévaux datant du califat fatimide. Ils ont été miraculeusement préservés par ce recyclage sacré.
Ce fonds d'archives d'une richesse inestimable, écrit principalement en judéo-arabe, de l'arabe copié en caractères hébraïques, documente cette période de l'histoire de l'Égypte et montre également que les Juifs égyptiens, qui recyclaient des documents officiels pour leurs propres affaires quotidiennes, faisaient partie intégrante de la société islamique. La rareté des archives en terre d'islam n'est pas liée à leur inexistence, mais plutôt à leur destruction lors de conquêtes, de renversements dynastiques, puis lors de la colonisation européenne. Le diwan n'est pas seulement un objet de papier. Le lieu où sont entreposés les registres de l'administration est aussi appelé diwan. Dans les villes nouvelles fondées par les Arabes lors de la conquête, le diwan est établi à proximité de la mosquée, lieu de prière, mais aussi lieu de rassemblement et de délibération politique. Le Caire, capitale de l'Égypte qui connaît son apogée au XIVe siècle, sous le règne des Mamelouks, en offre l'exemple le plus parlant. La citadelle de la montagne domine la ville de ses puissantes murailles. C'est là que réside le sultan, son harem, ses esclaves soldats ou mamelouks que l'on forme aux arts de la guerre. C'est là, 2 fois par semaine, que le sultan tient conseil. C'est là aussi que se trouvent les bureaux de l'administration, diwan de l'armée, diwan des biens du sultan, diwan el-Insha, la chancellerie, où sont rédigés les décrets et la correspondance officielle. On se fera une idée de l'architecture mamelouk en visitant les palais que les grands émirs, les principaux officiers de l'armée, ont fait construire en ville. De ces riches intérieurs, meublés de banquettes, de tapis, de sofas, proviennent de magnifiques objets de cuivre incrustés d'argent, plateaux, bassins, chandeliers, mais aussi ce type d'écritoire, célébrant dans ses fines inscriptions l'art du secrétaire, art du secret et art du conseil. Ces objets racontent à leur manière une histoire de l'État. La mise en scène du pouvoir n'est pas seulement monumentale, elle se joue aussi dans le cérémonial, à l'occasion par exemple des réceptions diplomatiques. Au milieu du Xe siècle, en l'an 956, l'ambassadeur de l'empereur Othon Ier, l'abbé Jean de Gorze, se rend en Al-Andalus auprès du calife omeyyade de Cordoue, Abd al-Rahman III. Il décrit ce qu'il voit dans le palais de Madinat al-Zahra ainsi. Quand on parvint dans la pièce, on vit que tout était recouvert de voiles extraordinaires, ce qui rendait le sol identique au mur. Le roi était assis sur un lit magnifiquement paré. Ce lit, on commence à partir du XVIe siècle à le désigner d'un autre nom. Parce que c'est sur ce lit que le sultan ottoman reçoit son conseil, son diwan, c'est ce nom qu'on finit par lui donner. Le divan est né. Il triomphe au XIXe siècle avec l'essor de la peinture orientaliste, au moment même où la culture politique islamique est confrontée à l'expansion coloniale européenne. Le diwan en est venu à désigner, dans la vision européenne de l'Orient, le divan, emblème du raffinement des intérieurs orientaux et par excellence du harem du sultan. L'orientalisme européen en fait aussi le signe de la nature despotique de ce pouvoir, livré à l'arbitraire des passions. Le divan évoque un monde où la décision politique est prise au sein du harem, sous l'influence des femmes et des eunuques, figure inversée du citoyen masculin européen. Alors, despotique le pouvoir en islam, livré aux passions du souverain, aux intrigues des femmes, à la ruse de conseillers qui sont aussi des esclaves. Il est vrai que cette culture a fait de l'amour l'expression la plus aboutie de la fidélité en politique. N'y voir que le jeu arbitraire du désir, c'est méconnaître l'héritage d'une riche littérature de conseil, d'une longue pratique de l'administration, d'une culture millénaire de l'État. C'est oublier que dans cette culture politique, la délibération et la décision ne s'opèrent pas à l'extérieur, la place publique où l'Europe assigne l'origine de sa modernité politique, mais dans l'Enderun, l'intérieur du palais. Du harem du sultan à la salle du conseil, du siège du souverain au registre de papier, le divan nous raconte ainsi une histoire séculière de l'État en islam. Restituer l'islam à son histoire, ce n'est pas le profaner,
c'est reconnaître qu'il existe aussi en tant que tradition profane. Or, celle-ci, on l'a compris, passe par un art du gouvernement. Si les historiens le saisissent aujourd'hui dans sa dimension impériale, c'est donc pour le détacher de la notion de civilisation musulmane. Je parlais tout à l'heure des Mille et une nuits, le roman de l'islam. Mais c'est un roman contemporain dont j'ai envie de vous conseiller la lecture, celui d'Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, qui, dans Mon nom est rouge, saisit de manière passionnante cette grande histoire politique de l'Empire ottoman à la fin du XVIe siècle. L'intrigue se déroule dans l'atelier des enlumineurs du sultan et nous permet de comprendre comment cette tradition islamique peut faire image aujourd'hui. Au revoir.